Bonsoir, bienvenue à notre dernière période officielle des INS 5111. C'est enregistré maintenant, je leur dis, pour le monde qui font juste écouter. On va commencer ce soir en regardant l'énoncé du deuxième travail pratique. Premièrement, quelques informations de modalité. Donc, vous pouvez faire le deuxième travail pratique comme le premier en équipe. Puis, encore une fois, puis là, pas mal plus primordial, il faut aller sur Moodle, puis aller dans l'activité de sélection d'équipe. Donc, même si vous reprenez la même équipe que vous avez pris durant le premier travail pratique, il faut aller resélectionner l'équipe, parce qu'au cas où il y a eu un gros falling out, bien, vous allez être seul, chacun de votre bord. Donc, même si vous voulez faire le travail pratique seul, vous devez quand même sélectionner une équipe de manière seule, mais la prémisse, c'est après ça, il faut, c'est le mécanisme qui permet après ça de remettre le travail puis de les évaluer en même temps en tant qu'équipe. Donc, j'ai mis l'activité de choix d'équipe, puis je la laisse ouverte jusqu'au 9 décembre. OK? Donc, je vais vous le rappeler la semaine prochaine. Puis après ça, si vous ne sélectionnez pas vos équipes, bien là, il va falloir m'envoyer un courriel, OK? En disant « Je m'excuse, Hugo, je n'ai pas été un bon étudiant, je n'ai pas fait et je n'ai pas suivi les instructions. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? » Pour éviter d'avoir du monde qui se join, puis que là, tu remets, puis dans l'équipe, puis il y a des modalités ici plus chiantes qu'il faut éviter. Exact. Mais c'est un outer join, parce qu'il est de l'extérieur. Hey, on est rendu à faire des jokes de base de données, là. On est creux, là. À l'intérieur de moi, j'écris victoire, mais... Fait que, deuxième travail pratique, on met en action qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines, mais en allant rechercher qu'est-ce qu'on a travaillé durant aussi l'exploitation et la transformation de données. Donc, on a un travail qui est encore une fois en différentes parties. Donc, une première partie qui va être la collecte des différentes données. Là, ici, la collecte des données, il y a juste une source, mais c'est une source auquel on est moins habitué. Donc, on a une base de données de MongoDB qui est disponible. Je vous donne les informations de connexion. Donc, elle est déjà créée. C'est un username INF 5111 avec un mot de passe puis un nom de serveur déjà préfet, dans laquelle il y a, si on regarde dans nos outils. On ne va pas faire ce qu'on a fait au dernier cours, de créer le... C'est ça, c'est tout déjà fait. Okay. Fait que, pour ne pas avoir à passer par là, je l'ai déjà fait. Puis, on a à l'intérieur une base de données qui existe déjà, qui s'appelle Northwind, dans laquelle il y a plusieurs différentes collections. OK? Donc, ici, en passant, si vous voulez chercher des samples de base de données, la base de données Northwind, ça c'en est une classique, là. Elle existe dans Postgres, dans plein d'affaires. La prémisse, c'est que c'est une... c'est comme un dump d'une base de données relationnelle. Là, okay? Fait qu'il n'y aura pas d'éléments imbriqués qui feraient en sorte que les choses viendraient être difficiles durant l'importation. Je veux vraiment juste s'habituer à se connecter à d'autres éléments, à utiliser d'autres librairies pour être capable de être proficient d'une manière minimum, là, sans être des professionnels scientifiques de la donnée. Donc, la prémisse, c'est que on a différentes collections, puis à l'intérieur des collections, on a différents documents, où c'est qu'on a des clés-valeurs qui sont toutes les mêmes à l'intérieur de ces documents-là. Fait que c'est une entreprise de vente de gogos, là, okay, là, fait que il y a des différentes factures quelconques, où c'est que ça dit quand est-ce que ça a été livré, quand est-ce que, où c'est, par quel client. Puis après ça, j'ai, mettons, les détails qui me dit, ça a été tel produit, telle quantité de produits qui a été commandé pour telle commande, plusieurs de ces documents-là pour la même commande, qui est différents produits à différentes quantités. Puis nous aussi, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à ce que nous, on va aller chercher, c'est les distributeurs. Donc, il y a des compagnies de distribution qui sont attachées aux différentes factures. Fait que cette facture-là a été shippée par telle gang, cette facture-là a été shippée par telle gang, et ainsi de suite.
Fait que on a différentes collections, donc on ne va pas aller toutes les chercher, là. OK? Donc les 3 que je vous ai montrés, puis je les indique aussi dans l'énoncé, c'est ceux qu'on va vouloir aller chercher, les mettre dans des data frames, merger les data frames ensemble pour être capable d'avoir des données qui sont utilisables pour de l'analyse. Donc ça vient rechercher qu'est-ce qu'on a vu précédemment. Puis là, il va falloir faire de la visualisation dynamique avec des contrôles. Hein, c'est ça qu'on a vu dans les dernières semaines. Donc, c'est ça qu'on met en pratique dans le deuxième travail pratique. Pratique en... Fait que, on a des commandes, hein, on a des dates de livraison, on a des distributeurs. Les questions que nous, on veut savoir, ça va être, donc ici, on a la reconstruction des données, l'information de connexion. Fait que là, après ça, on a l'analyse des données. Fait que là, il va falloir être capable aussi de créer des nouvelles informations à partir du set de données déjà existant. Okay, des choses qu'on a vues une fois qu'on a passé la mi-session. Donc, on va vouloir être capable de, premièrement, aller chercher l'année où c'est que la livraison a été faite. Puis, on va vouloir aussi aller chercher le trimestre. Hein, c'est le quarter là, en anglais, là, Q1, Q2, Q3, Q4. Pour être capable d'utiliser par la suite ces informations-là, okay, dans une visualisation. On prend une année calendrier, c'est pas comme une année financière qui commence. Non, c'est l'année calendrier, oui. Puis le Q1, Q2, Q3, Q4, c'est aussi juste les mois directs. En fait, si tu t'en vas voir dans Pandas, il y a peut-être des fonctionnalités qui sont déjà conscientes de ces informations-là. Peut-être. Je suis de même. Fait qu'on a ces informations-là, puis nous, ce qu'on veut avoir comme visualisation, c'est pour chaque distributeur, à l'intérieur d'un trimestre, à l'intérieur d'une année, il a distribué combien de quantités de produits. Hein? Fait qu'il est capable de faire l'amalgame de toutes les commandes. Dans la commande, il y a plusieurs produits avec un nombre de quantités. Moi, OK, je veux le nombre pour chaque distributeur. Fait que, puis, je vais être capable d'avoir cette visualisation-là qui n'est pas trop... Fait qu'on se dit qu'on va avoir des contrôles qui vont me permettre de sélectionner une année à la fois. Okay? Puis dans le contrôle, il faut que je sois capable de sélectionner juste les années où c'est qu'il y a des données. Là, hein? Fait qu'il faut être capable de trouver c'est quelles années qu'il a de disponibles. Puis, on va vouloir faire un diagramme à barre pour être capable de visualiser cet élément-là. Donc, le diagramme à barre, ça permet d'avoir, ici, on a un exemple. Là. OK, donc, pour une année que je sélectionne, je veux avoir les 4 trimestres. Puis, pour chacun des trimestres, je veux avoir une quantité de chacun. Ça me permet aussi de voir la quantité totale, hein, dans ce cas-ci, parce que les diagrammes à barre, ils sont empilés les uns par-dessus l'autre. Mais ça se peut que j'aimerais ça ne pas les avoir empilés puis les avoir complètement sur la même ligne. Fait que je veux avoir l'option qu'ils soient empilés ou pas. Hein, une case à cocher, quelque chose de même, qui permet de dire si c'est empilé ou pas. C'est ça. Oui. Quand vous dites empilé ou pas, c'est soit empilé comme ça ou un côté de l'autre? Exactement. Donc, à Q1, il y aurait 3 barres, une bleue, une orange, une verte, qui seraient, c'est ça, là, toutes collées pour représenter chacun comme ça. Parce que là, tu sais, je ne peux pas voir entre, admettons, les différents trimestres, c'est quoi la différence du vert. Tu sais, je peux voir les 3, tu sais, c'est un petit peu plus que le tiers, mais je peux, tu sais, c'est difficile de voir là. Fait que, Il y en a fait le plus entre les 3. exact. Ben, tu sais, puis en tout cas, de visualiser les choses, là, c'est des informations pertinentes, là, savoir lequel shipper qu'il faut que je cherche un meilleur deal, là, tu sais. Fait que donc, c'est la culmination de tout ce qu'on a fait, là. OK, on part d'un paquet de données un peu disparates, puis on va sortir une visualisation qui peut aider la business. Hein, c'est ça. Fait que la prémisse, c'est qu'il y a juste cette information-là à faire. Là. Vous allez voir qu'il y a quand même assez de
manipulation puis de cafouillage à faire. Il n'y a pas genre un paquet de différentes questions. Là. C'est le seul graphique à avoir avec les contrôles de sélection d'année, la case à cocher. Ici, je vous donne un exemple de à quoi ça a de l'air. Là. Okay, c'est pas obligé d'être beau de même. Plus c'est beau de même, plus vous allez avoir tous les points. Mais si vous réussissez à avoir un diagramme à bande puis que vous êtes à la veille de 2-3 autres examens, comme c'est correct, là, vous allez passer quand même si ça ne ressemble pas exactement à ça. Fait que le travail est à faire directement dans ce notebook-là. Okay? Donc, le notebook est disponible sur le site de cours dans la section Travail pratique 2, à côté de l'activité de choix de cours que vous devez sélectionner avant le 9 décembre. Le notebook que vous allez télécharger, vous pouvez le mettre sur Google Colab, commencer à travailler dessus, puis une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez le retélécharger pour aller le remettre dans l'activité de remise. Vous avez réussi à le faire pour le TP1, là, fait que je me dis que je n'ai pas besoin de trop élaborer là-dessus. À moins que vous ayez eu un falling out avec votre partner puis que vous ne savez pas comment, là, au pire, envoyez-moi un courriel. Mais ça devrait être pas pire pour cette activité-là. Donc, consolidation de données, manipulation, création de nouvelles données, visualisation dynamique avec contrôle, ça revoit pas mal qu'est-ce qu'on avait regardé durant l'autre moitié de session. Fait qu'il y a 2 widgets dans le fond à faire. Là, exact. Le mot francophone, c'est des contrôles. C'est jamais utilisé en pratique, je suis sûr. Si tu t'en vas genre dans Excel, puis que tu commences à mettre ça, c'est des contrôles. Si tu as Excel en français, là. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ça, mais... parfait. Fait qu'on a ça. Comme j'ai dit, la date de remise va être le dimanche après l'examen final. Donc, vous avez jusqu'au 18 décembre, 23h59 pour être capable de remettre ça. Yes. Mais c'est pas par rapport au technique. Ah. Ah, ok. Vas-y. Par rapport à la conception, Oui. est-ce qu'il va y avoir d'autres exercices ou... On va en voir la semaine prochaine, oui. Les genres de questions qui peuvent être posées à l'examen, puis parce que ça va être effectivement un sujet de l'examen. On en a parlé pendant 2 semaines et demie, là, je veux dire. Faut bien que ça revienne quelque part. Ouais, mais en même temps, c'est pas nécessairement clair. Ben c'est ça, on va voir. Puis c'est pas un niveau de questions poussées de conception non plus. On en jasera la semaine prochaine, puis on va calmer les peurs. Espérons-le. Parfait. Fait que c'est pas mal ça. On met en pratique qu'est-ce qu'on a vu. Puis il y a beaucoup de petits cafouillages. Donc, tu sais, comme attendez pas au 15 décembre pour commencer ça. OK? Parce qu'il y a quand même beaucoup de petites affaires qui peuvent accrocher à des places. Là, parce que là, on a un processus complet avec des données qui a des petites affaires des fois qui sont méchantes, puis pas le fun à gérer, puis comme il faut penser un petit peu, aller chercher des choses. Aussi, je vous conseille de commencer dès cette semaine, parce que la période de jeudi va être des questions ou des interrogations par rapport à ça, considérant que le restant de la période est extracurriculaire. Fait que pas vraiment besoin de se pratiquer là-dessus. Fait qu'il n'y a pas de labo jeudi. Il n'y a pas de matière spécifique pour le labo. Fait qu'il y en a un, ils vont pouvoir répondre à nos questions, mais c'est pas... Exact. Il n'y a pas rien qui va être dirigé ou quoi que ce soit. Ben, c'est ça. Fait que si vous clenchez ça cette semaine, c'est le temps, tu sais. Parfait. Fait que ça, on est bon avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations initiales? Hein? Évidemment, ça se peut qu'il y ait des interrogations en parcours de travail. N'hésitez pas à poser des questions d'ordre générique sur le Mattermost, comme ça tout le monde peut voir qu'est-ce qui se passe. Si vous avez une question spécifique, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel soit à moi, soit au chargé de laboratoire pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et ça fait le tour de notre premier sujet. Oui. C'était quoi la première option que vous avez dit pour les questions généraux? Sur le canal de communication Mattermost, le lien qui est sur le site de Moodle,
hein, qui est une salle de chat. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allons-y avec nos différents sujets de la soirée. Et on va trouver ça ici. On va faire un refresh. Yep. Parfait. Fait que on tombe dans nos sujets connexes. OK? Donc ici, on jase de choses. C'est le temps de poser toutes les autres questions que vous avez gardées, OK, parce que vous sentiez que ce n'était pas pertinent durant le restant du cours. Je ne dirais pas pourquoi vous avez fait ça. Il me semble que j'ai été assez invitant pour les questions extracurriculaires. Mais, OK, c'est le moment, là. OK? On n'a plus de plan. On fait juste des choses à partir de maintenant. Fait que, on va commencer les choses en parlant des familles de bases de données NoSQL. Donc, on avait jasé la semaine passée de différents types de bases de données alternatives, hein, du NoSQL, hein, puis même que le NoSQL, des fois, c'est another than SQL, là, là, ils sont même plus comme SQL, c'est pas bon, là, mais c'est comme plus, comme c'est pas exactement des bases de données relationnelles. Parce qu'on avait vu que dans le monde courant, réel, mondialisé, rapidité distribuée, les bases de données relationnelles avaient des lacunes qui étaient à même les garanties, les fondations, les principes avec lesquels ça avait été créé. Fait qu'on avait vu différentes alternatives. On en avait vu deux la semaine passée. Hein, une première base de données clé-valeur qui, on avait regardé Redis. J'ai été checké en ligne c'était quoi la prononciation depuis la semaine passée. C'est Redis. Puis, on avait vu que c'était simple, mais c'était rapide. C'est souvent utilisé de manière hybride pour être capable de combler de la vitesse à d'autres places. Puis, on avait vu aussi les bases de données à documents avec MongoDB, hein, qu'on va utiliser dans le deuxième travail pratique. Il y en a deux autres familles dans les NoSQL, hein, puis on comprend ici vraiment que le NoSQL, c'est juste une espèce de parapluie, là. Il n'y a pas rien de spécifique à l'intérieur. C'est juste ceux qui ne sont pas, celui qui est le gros qui est toujours utilisé. Yes. Par rapport à Redis, Mm-hmm. je vais demander au travail, on utilise Redis effectivement. On dit un des enjeux, c'est que c'est de la mémoire cache. Et c'est difficile de faire des requêtes. C'est difficile de faire des requêtes. On dit, Bien, c'est difficile de faire de la recherche. Voilà, C'est oui. difficile de faire... Puis, on avait jasé de ça la semaine passée, que ce qui est dedans, tu peux juste aller chercher une clé, puis il faut que tu saches c'est quoi la clé que tu veux chercher. Si tu ne sais pas c'est quoi la clé, tu ne peux pas dire « je veux avoir quelque chose qui ressemble à ça » ou de faire jouer des affaires qui sont plus grandes que ça. Hein? Donc, effectivement, c'est impossible de faire le principe d'un select avec un where puis plein d'éléments à l'intérieur. Effectivement, c'est ça la problématique majeure. La manière de pallier à ça qu'on avait jasé la semaine passée, c'était de utiliser une clé, hein, qui était générée à partir des informations de qu'est-ce que serait la requête. Hein, fait que si, admettons, je veux savoir, ben, c'est tel utilisateur, c'est quoi son cercle d'amis, ben, je peux dire, user2.friends, puis là, si c'est pas là, ça va faire la requête une fois, ça va la cacher, fait que là, quand on refait la même chose, la clé générée va me redonner la même information. Mais effectivement, ce n'est pas fait pour rechercher des choses. C'est pour ça que aussi c'est utilisé comme cache. Hein, ce n'est pas utilisé comme pour un outil d'analyse ou pour un outil de production, de stockage, comme une base de données relationnelle serait utilisée ou les autres seraient utilisés aussi. C'est celle-là qui est la moins utilisée tout seul. C'est tout le temps celle-là qui vient ajouter un autre concept, une autre base de données pour accélérer quelque chose, donner plus de performance. derrière, ils ont mis Aurora, ça s'appelle. Oui, c'est une alternative. Je crois celle-là, c'est d'Amazon. C'est Amazon ou Azure, Aurora, DB. Amazon. Ouais. Mais Aurora, c'est juste une base de données. Ben, ils l'ont mis par-dessus Aurora, tu veux dire? Parce que
ici, attends, on va aller jaser. Aurora, c'est un service d'Amazon qui est en fait... ben, OK, non, c'est avec un blablabla, ouais. OK, fait que, effectivement, c'est une base... OK, fait que là, il faut faire attention parce que je pense qu'on confond des choses dans le fait que Redis, c'est une base de données clé-valeur. Puis, un autre de ses caractéristiques, c'est que c'est une base de données en mémoire, hein, qui fait en sorte que c'est rapide, mais qui fait en sorte que si tu manques de courant, tu as tout perdu. Tu sais. Les bases de données relationnelles, par défaut, ils sont pas en mémoire, hein, sont sur le disque. C'est que quand ça te donne le OK, c'est que c'est sur le disque, c'est durable, blablabla. On a vu ça. Là, ici, qu'est-ce que ça nous offre, celle-là, Aurora? C'est de la compatibilité avec des requêtes SQL, hein, de Postgres ou de MySQL, mais qui est sûrement en mémoire. Je ne suis pas 100% certain de c'est quoi le pitch de Aurora. Ça permettrait de faire des requêtes sur des bases de données relationnelles, mais rapidement, mais avec moins de garanties que qu'est-ce qu'une base de données relationnelle t'offre habituellement. Je pense que tu vas le voir à droite, là. C'est-à-dire? Using standard tools or run legacy server applications. Ouais. Blablabla. Je pense que c'est comme l'hébergement dans le cloud de ta base. Ouais, ben ça, c'est une base de données. Est-ce que c'est juste une base de données RBMS? Blablabla. OK, ouais, non, c'est juste une. Il n'y a pas rien dans la mémoire, là. Il est juste. C'est dans le cloud, fait que c'est rapide. C'était pas en région. Ben, en région, tu sais, Starlink, là, maintenant. Là. Tu veux les prix de ça, par contre? Hey, on n'a pas parlé de prix, là, on a juste parlé de vitesse. Tu peux le mettre sur ton bateau maintenant. Là. Fait que, on avait donc ces différentes solutions-là. Puis, il y en a d'autres. Il y en a deux autres qui sont les colonnes famille puis les bases de données à graphes. Donc, on va aller regarder c'est quoi, quand est-ce que ça peut être utilisé, c'est quoi leur dada. Fait que la prémisse des colonnes famille, encore une fois, il y a différentes implémentations. Celle-là qui est la plus répandue, c'est le Cassandra de Apache. Puis la prémisse, c'est que quand tu la regardes, là, ça ressemble vraiment beaucoup à des tables. OK? Fait que c'est la prémisse de, tu as des lignes, okay, tu as des colonnes, puis tu as toutes les informations de manière tabulaire comme ça. Par contre, la différence fondamentale, c'est la manière de stocker l'information, puis les implications derrière ça. Donc, dans les bases de données relationnelles, les informations sont stockées avec un enregistrement. Hein? Donc, quand on a une ligne d'information, c'est un enregistrement qui est sauvegardé comme étant comme une entité. Hein? Ben, dans les bases de données de colonnes, ce qu'on sauvegarde, c'est la colonne. Fait que ça a certaines implications. Premièrement, ça fait en sorte que quand on veut faire des opérations sur des colonnes, particulièrement tout ce qu'on faisait comme l'agrégation, les moyennes, les sommes, tous ces genres d'affaires-là, là, c'est extrêmement rapide comparément à une base de données qui travaille sur les lignes, qu'il faut qu'il aille chercher chacune des lignes, qui recommande, blablabla. OK? Deuxième élément super important, c'est la prémisse que, puisque tu sauvegardes les colonnes, OK, quand tu rajoutes une nouvelle information,
que toi, tu considères comme une ligne. Là, OK? Où c'est que tu mets de l'information, dans quelle colonne? Ça peut être un peu plus comme random. OK? Donc, la prémisse de ces tables-là, c'est que tu peux rajouter des informations qui sont hétérogènes, hein, donc qui n'ont pas les mêmes informations, en faisant en sorte qu'une première information va utiliser la colonne genre 1, 2, 3, puis la deuxième information va utiliser la colonne 3, 4, 5. Fait qu'il y en a une des deux qui utilise juste 2, 3, puis l'autre utilise juste 3, 4, 5. Puis là, s'il y en a une, la troisième, ben, il pourrait utiliser 1, 2, 3, 4, 5 si on en a besoin. Tu sais. C'est pas grave. Puis la prémisse, c'est que ces tables-là sont sparse. OK? C'est quoi le mot en français? Parsemé. Parse? Éparse. On demandait antidote. Clairsemé. Dispersé, disséminé, éparpillé. Donc, on a beaucoup de colonnes, il y a des lignes, mais il y a beaucoup de cases qui vont juste être vides. OK? Fait que ça fait en sorte qu'à place de devoir faire des jointures puis plein d'affaires, tu fais juste comme tout domper dans la même table. Puis, lui, quand il va aller chercher puis faire, mettons, des fonctions d'agrégation sur une colonne, ben, il va juste aller chercher les informations qu'il y a quelque chose. Puis il est juste capable d'aller chercher ça de manière très, très, très facile et conviviale. Fait que les bases de données basées sur les colonnes, c'est très utilisé quand on a un gros paquet de données, puis que les données ont besoin d'être analysées comme étant un ensemble. OK? Fait que c'est très utilisé dans les big data, l'analyse de grosses données, et ainsi de suite. Yes? Les clés, là, Mm-hmm. c'est-tu le nom de la colonne? Parce que, tu sais, C'est ça. Il y a quand même le principe de clé sur chacune des lignes. OK. OK? Mais l'affaire, c'est que d'aller chercher une ligne, puis toutes les informations de une ligne, c'est super coûteux comme opération. Fait que c'est pas quelque chose que tu vas voir faire. OK? De la même manière, de faire des jointures de table, c'est catastrophique. Tu veux pas faire de jointure, tu veux juste faire une plus grosse table. Fais juste une plus grosse table au début. Aussi, contrairement aux bases de données relationnelles, avec ce genre de dynamisme, tu sais que tu peux comme rajouter des colonnes, puis tu sais, c'est pas grave, il n'y a pas de schéma. Okay? Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avance de savoir ça va être quoi qui va être dans les différentes colonnes. Tu fais juste comme domper, là, puis lui, il va s'arranger pour être capable de bien représenter ça correctement. Mais comment tu fais pour éviter les doublons ou quelque chose comme ça? C'est pas le genre de chose qui s'est offert. C'est ça. Mettons, tu ferais, parce que si L'intégration. toutes les tables ensemble. Là. Exact. Fait que si tu dis, genre, j'ai ma table client, ma table commande, Mhm. fait que tu as des clients qui vont se répéter, des commandes qui vont être uniques, mettons. Exact. OK. Tu sais, c'est pas sa force à lui. Tu sais, d'avoir une source de vérité, là, OK? C'est ça la force des bases de données relationnelles. On peut pas y enlever ça tout le temps. Tu sais. Parce qu'au départ, tu vas choisir, je veux la fiabilité et la précision ou je veux rapidité d'exécution. Exact. Puis en fait, attends, on va jaser de ça, parce que on a le temps. Ici, attends, allons là. Quand on parle des bases de données alternatives, on avait parlé des principes acides là, hein, qui faisaient les principes de transaction. Quand on travaille avec des bases de données autres que relationnelles, on va avoir le triangle ou le trio CAP. OK? Fait que, tu sais, c'est comme le triangle des besoins, là. OK? Tu as 3 points, tu en prends 2, puis le troisième, tu le laisses de côté. Hein? C'est le classique, là. Fait que la prémisse, c'est quoi les 3 différents points? Ben, on va avoir le consistency, donc la cohérence ou la consistance. Donc, chaque lecture ou chaque écriture est faite, puis ça va être garanti. Une fois que ça a été fait, c'est garanti que ça peut être utilisé tout de suite après. T'sais.
On avait jasé quand on avait des répliques puis tout le kit, que c'était pas nécessairement ça qui était obligatoire, hein, mais ça, c'est une des affaires que les bases de données relationnelles nous donnent de manière très forte. On a aussi le principe d'availability, okay, la disponibilité. Donc ça, c'est le principe que chaque requête va recevoir une réponse, puis que cette réponse-là, c'est garanti d'être la meilleure ou la donnée la plus récente. Without guarantee. Ah oui, c'est ça, pardon. Ça va être rapide, disponible tout de suite. Tu sais, comme ça, c'est la chose que la base de données relationnelle n'a pas. Hein? Parce qu'avec les principes, justement, de cohérence, quand tu fais une écriture, il va comme bloquer toute la chose jusqu'à temps qu'elle est finie. Hein? C'est le principe d'isolation. Puis après ça, s'il y a quelqu'un qui fait une lecture en même temps, il faut qu'il attende. Hein? Ou ça va juste dire « je ne l'ai pas tout de suite, redemande-le », des choses comme ça. Puis on a le dernier qui est la tolérance au partitionnement ou la distributivité. Donc, d'être capable d'opérer avec des messages qui sont perdus en chemin. Donc, habituellement, c'est le principe de je suis capable d'avoir plusieurs instances, là, puis qu'il y a une des instances qui arrête de fonctionner, puis que ça n'arrête pas de marcher pareil. Hein? Parce que, pardon, ici, on a une différence à faire entre la durabilité qu'on avait vue avec les bases de données relationnelles. Ça disait, quand ça disait OK, tu peux avoir une panne tout de suite après, mais ton information n'est pas perdue. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est disponible, parce que ça se peut que le système a planté. Hein? Le principe de disponibilité, puis après ça, avec la tolérance au partitionnement, c'est de dire quelque chose peut casser, puis ça va continuer de fonctionner immédiatement. Hein? Peut-être qu'on a perdu la donnée, là. Mais peut-être que c'est plus important pour moi que ça continue de fonctionner que d'avoir la dernière version de la donnée. Pour vous donner une idée, il y avait eu des études qui avaient été faites, parce que c'est toujours le principe de faut que tu attaques le problème que tu as, hein, avec la bonne base de données. C'est Amazon qui a fait des études sur la rapidité de leur site web. Puis, il avait trouvé que pour chaque 0,1 seconde de perte de temps, bon, ou en tout cas de lenteur plus grande que le défaut là, qu'il avait établi, c'était 1% de leur profit annuel qu'ils perdaient. Fait que là, c'est ça, là. C'est pas les bonnes données. Tant qu'un m'a emmené, c'est les bonnes données, c'est correct. OK? Ce qui est important, c'est que ça arrive vite. Même principe dans qu'est-ce que, tu sais, il faut prendre qu'est-ce que le système a besoin. Admettons que tu parles à Google ou que tu parles, tu sais, à Microsoft avec Azure. Eux autres, ils ont des stockages de données qui sont, tu sais, des centaines, des millions, voire des milliards de disques, hein, qui roulent. La prémisse, c'est qu'il y en a un qui va failer à peu près à toutes les 10 secondes. Hein, à cette échelle-là, tu n'as pas le choix. C'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas marcher. Fait que c'est pas de faire « on espère que ça ne marchera pas ». C'est de faire que quand ça ne marche pas, il faut que ça continue d'être disponible, il faut que ça continue d'être ouvert. Même qu'il y a certaines entreprises qui prennent ça à un tout nouveau niveau. C'est Netflix, dans leurs architectures, okay, ils ont des architectures de gestion de compte, blablabla, puis ils ont plein de patentes. Ils ont un élément qui s'appelle le Chaos Monkey. Okay? Le singe du chaos. Puis le principe de ce logiciel-là, c'est que ça va aller dans n'importe quelle autre partie, puis ça va créer un bris dans cette section-là du système, de manière totalement aléatoire. Puis ça, c'est pas dans le test, là. C'est comme ça dans l'environnement de production tout le temps. Parce que leur prémisse, c'est que ça se peut que n'importe quel de ces systèmes-là tombe, puis il faut que notre architecture soit résiliente à ce genre de bris-là. On ne veut pas attendre que ça arrive pour de vrai. Genre le serveur de Montréal plante pour que ça marche quand même pour le monde. Exact. Fait que c'est dans leurs architectures
de tous les jours. Parfait. Ah oui, fait que ça, ici, le principe, c'est que quand tu prends ceux-là, tu en prends 2 des 3, là, fait que tu as des serveurs CA ou AP ou PC. Pour décider celui que tu veux. Fait qu'on a Cassandra. Qu'est-ce qui est intéressant avec Cassandra, c'est quand même que derrière, c'est des tables. Hein? Fait que quand tu vas aller regarder à quoi ça ressemble les différentes requêtes, ça va ressembler pas mal à ce qu'on connaît. OK? Donc, si, mettons, on regarde là, rapidement, c'est quoi le langage de Cassandra. Okay? Si on regarde c'est quoi les différentes opérations, ben, on peut créer des données, mettre à jour les données, lire des données, déliter les données. On peut créer des tables, okay? Mettre les tables, couper des tables. Si on regarde comment est-ce qu'on crée des tables, ben, on crée des tables avec un create table. Tu sais, le langage est là. Hein? C'est juste que derrière, ce n'est pas les mêmes garanties, ce n'est pas les mêmes performances sur certains éléments. Hein? Si on s'en va dans le create data, on va aller voir ici, on a un insert into, des values. C'est les mêmes genres d'options. Pour pas que le monde soit perdu quand ils viennent du SQL. Fait que on a ça comme deuxième type de base de données. Troisième type de base de données, ça va être les bases de données avec des... Oui? Est-ce que vous avez montré les commandes différentes pour ce type de base de données-là? Est-ce que c'est matière à examen? Non, aucunement. Tout ce que j'ai dit depuis la fin de l'explication du TP2 est extra-curriculum. Je me sentirais pas mal que tu te lèves et que tu t'en ailles. C'est ton droit, là. Tout le monde se lève. Oui, mais là, moi, il faut que je continue pareil. Il y a peut-être du monde qui vont... All right. T'sais, moi j'ai fait de l'enseignement pendant 2 ans à des pastilles avec 2 lettres. Là. Fait que moi, j'ai pas besoin de votre interaction. Elle me fait plaisir! Mais je me suis rendu compte que j'aimais assez ça m'entendre parler, que c'était pas un problème. Tu vois, je me trouve même drôle. Là. Dernier type de base de données NoSQL. On a les bases de données à type de graphe. Puis là, c'est celle-là qui est la plus weird de la gang parce que ça sort vraiment de qu'est-ce qu'on est habitué ou qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date dans sa représentation, dans ses utilités, et ainsi de suite. Ici, graph. Fait que la prémisse d'une base de données avec des graphes, on va l'ouvrir ici. Peux-tu voir ça? C'est qu'on va avoir un graphe. Qui l'eût cru? Mais là, la prémisse, c'est que chaque donnée va être un nœud dans les graphes, un des cercles. Puis chaque donnée, chaque nœud va pouvoir aussi avoir des attributs qui sont avec ce nœud-là. OK? Fait qu'on peut le voir ici comme un mini objet dictionnaire qui a des informations. Mais il n'y a pas juste des nœuds. Dans le graphe, il y a aussi des arêtes ou des liens qui vont représenter les relations entre les différents nœuds. Puis là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que les relations aussi vont pouvoir avoir des attributs. OK? Puis d'être capable de dire, ben, il l'a shippé en 5 jours. Fait que j'ai une commande, elle a été shippée en 5 jours par telle compagnie. Puis la commande a d'autres informations, puis la compagnie a d'autres informations. Ouais? C'est plus récent comme type de base de données? Aucunement. En fait, c'est aussi une des plus vieilles, OK? Parce que c'est des mathématiciens qui ont créé ça en même temps qui ont créé l'SQL. C'est juste que ça n'a pas pogné parce que le monde ne savait pas comment l'utiliser correctement. Puis comme c'est rough là, de comme bien comme changer de paradigme dans ta tête, là, puis d'être capable de bien utiliser ça. Pour d'autres
Oui, les imbriquer, puis c'est un peu dans le même concept. oui, ben c'est le principe de graphe. C'est ça. OK? Donc, le principe de graphe et de relation, ça, c'est un principe mathématique qui a beaucoup d'applications. Là, tu es en train de parler de mind maps, Ouais, c'est fort. qui est une des applications de graphe. C'est aussi utilisé pour des algorithmes, puis tu sais, comme plein de différentes... mais le principe de nœud puis d'arête, c'est quelque chose qui est mathématique. Hein? Là, c'est une application pour stocker des données de ça. Tu sais. Celle qui est la plus utilisée, c'est une qui s'appelle Neo4j. OK? Puis, celle-là, on va pouvoir la regarder un petit peu pour voir qu'est-ce qui est le fun. Qu'est-ce qui est le fun? Allons-y. On se donne un petit instant. J'ouvre mes affaires. Ici. Un petit instant. Et je retrouve le mot de passe que j'ai établi, que je ne montre pas à personne. On se connecte. J'ai dit on se connecte. Merci. Parfait. On va aller regarder ça ici. Hop. Fait qu'en ce moment, je suis dans un environnement infonuagique, là, OK? Donc, que c'est une base de données de Neo4j où c'est qu'elle est comme déjà faite. Puis en plus, on a une interface préfaite là, pour être capable de comme, regarder des choses intéressantes. Fait qu'à l'intérieur, on a le même genre de base de données là, qu'on utilise toujours de vente, de produits, de blablabla. Puis à l'intérieur, en fait, si on peut regarder, là, c'est la même avec les shippers. Là, c'est la Northwind, là, elle est partout. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ici, hein, j'ai comme pris les CSV, là, puis ça a tout été importé à l'intérieur. Puis une fois qu'on a ça, je peux commencer à aller chercher des informations que je vais pouvoir voir les relations hein, à l'intérieur. Fait que maintenant ici, on va aller voir les catégories de produits. OK? Donc là, je dis, donne-moi c'est quoi les catégories de produits. Là, comme les catégories de produits, c'est ça. Je suis comme, OK, cool. Fait que si une des catégories de produits, on a beverages, puis là, j'aimerais ça savoir c'est quoi les liens, c'est quoi les autres nœuds qui sont reliés à celui-là. Fait que je peux, si je clique correctement, j'ai dit si je clique correctement, je peux aller voir, bien, ici, il y a des produits. Hein? On peut voir que les pastilles sont coloriées pour être capable de voir c'est quoi les informations. Ou c'est qu'on a les différents produits. Si j'aurais tous voulu les voir, j'aurais pu demander à la place, aide-moi toutes les catégories avec tous les produits directement. Hein? Ben, c'est pour ça que tu limites les choses à ce que tu as besoin. Mais souvent, c'est intéressant pour aller regarder des relations de un élément. C'est comme, OK, ben le shipper, est-ce qu'il y en a qui ont beaucoup de produits, là, tu sais, là? Fait que c'est comme, attends, des shippers. Je suis comme, si je veux juste voir, il y en a combien qui travaillent à chacun? Wouhouhouhou! Difficile. Il y a aussi, par contre, un système de requêtes okay, qui nous permet de faire des requêtes. On va aller voir un petit peu dans l'aide là, pour aller chercher des amis requêtes. Ici. Fait que tu peux comme, je veux 25 produits. Okay, puis tu peux voir ici, c'est un langage qui est semblable au reste. Là. J'ai enseigné ce matin, je pense que j'ai oublié ma clé multimédia dans le meuble. Je ne sais pas si elle est encore là. Probablement. Par miracle. Ben oui. Yes. Attends, est-ce qu'on... Oh oui, il n'y a pas de problème. Je pense pas que ça va endommager quoi que ce soit. Il n'y a pas de document ouvert. On va quand même... on va l'éjecter comme bon. des professionnels.
professionnalisme qui vous honore. Il n'y a pas la petite clé, non, le capuchon, je veux dire, ou le couvercle. J'ai dû le garder, moi, de mon côté. Ah, Et voilà. Merci, excusez-moi. Pas de trouble, pas de trouble. Hey, bonne soirée à vous. Les choses qui se passent quand on déborde du curriculum. Ouais, c'est ça. Il m'a taclé. Fait que, on revient à notre système de query, OK, qui est aussi disponible. Puis, tu peux faire des queries qui sont de plus en plus complexes. Attends, on va s'en chercher un qui est comme voir un peu la possibilité. Fait que je veux tous les produits qui a été donné par un customer. Puis, c'est qui fournit ces produits-là. Hein? Fait que là, on peut voir comme vraiment un peu de toutes les relations de qui c'est qui a fait quoi, puis d'essayer de visualiser les choses. Hein? Donc, ces outils-là, c'est des outils qui nous permettent d'essayer d'aller trouver des nouvelles informations, pas deviner, là, mais d'être capable de se donner une nouvelle plateforme d'analyse. Puis, ça reste quand même possible d'avoir des valeurs qui sont purement numériques. Okay? Donc, si tu fais une requête, là, on peut voir ici qu'on est capable d'avoir des agrégations aussi. Okay? Donc, là, ici, on a chaque client qui ont acheté de la catégorie Produce. Okay? Ils en ont acheté combien de produits? Hey! Fait qu'on est quand même capable d'aller chercher des informations typiques, disons, qu'on pourrait avoir. Oui? Est-ce que la requête en SQL, elle aurait été plus complexe ou vous pensez? Non, pas celle-là. Ils ont besoin de produce, couple d'inner join, une agrégation, ça serait semblable. C'est juste la visualisation qui est plus. Qui est vraiment plus hot, là, ouais, c'est ça, là. C'est vraiment là, sa force, là. Puis là, en ce moment aussi, tu sais, là, on l'utilise pour visualiser des données qui sont basées sur des données tabulaires, là. Okay? Fait que les relations, en ce moment, ils n'ont pas d'informations. Mais on a aussi la possibilité d'avoir un stockage de données là, dans ces affaires-là, où c'est que là, les relations peuvent commencer à avoir des données à l'intérieur. Puis là, ça comme change la donne aussi de comment est-ce que les données peuvent être sauvegardées. Quand on a une hiérarchie, tu sais, comme mettons genre Facebook, là, okay, comment l'arbre d'amis est fait, là, ça serait intéressant de l'avoir sous cette forme-là. Parce que tu as différents amis, chaque ami a des communautés, OK? Les communautés ils ont joiné depuis tant de temps. Tu sais, c'est le genre de structure où c'est que ce genre de base de données-là peut être intéressante. Ça pourrait aussi, j'imagine, te permettre de voir des choses que tu ne verrais pas dans une. Exact. C'est vraiment pour, OK, je clique, là, puis là, je suis comme, oh shit, il y a ça qui se passe, puis j'aurais pas pu le voir autrement. Tu sais, c'est ça le. Elle a commandé 6 différents produits. Aurais-tu pu les acheter chez 3 fournisseurs au lieu de 6? C'est ça, là. Exact. Fait que, il y a beaucoup d'exploration qui se fait dans ce type de base de données-là. On se prend une pause? Ah, ça passe vite, hein? Puis, en revenant, 7h10, on va aller regarder la programmation orientée objet, puis aussi les principes d'intelligence artificielle et de machine learning. All right, on est de retour. On va regarder premièrement le principe de programmation orientée objet. Donc, on a jasé des objets, okay, puis on en a utilisé pendant tout le long de la session. Hein? Donc, un objet, c'est un élément, une variable, quelque chose qui est stocké en mémoire, là, qui a deux affaires qui viennent avec. Il va avoir des données, hein, donc des informations, des éléments stockés avec des valeurs, avec des types. Puis, il va aussi avoir des comportements.
hein, ou des actions, des méthodes que je vais pouvoir appliquer, que je vais pouvoir activer à partir de l'objet. Ces méthodes-là, habituellement, ça va être des fonctions, hein, ça va être des actions qui vont avoir rapport aux données. Hein, sinon, ça serait une fonction complètement à côté. Donc, le principe de l'objet, c'est le mélange de données puis d'actions qui ont besoin ou qui travaillent sur ces dites données-là. Donc, le principe de la programmation orientée objet, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 80, début des années 90, quand on a commencé à avoir une explosion de l'informatique dans les domaines autres que l'informatique. Tu sais, quand l'informatique a commencé à rentrer dans le domaine automobile, quand il a commencé à tomber dans le domaine avionique, quand il a tombé dans le domaine de logistique, le domaine de tout, OK? On est en train de faire des programmes, puis les programmes devenaient de plus en plus complexes, puis d'utiliser ce qu'on appelle de la programmation procédurale, que c'est nous qu'on fait depuis le début. Là. Tu passes du début, tu fais les choses. Ça se peut que tu aies une fonction, mais tu reviens où c'est que tu étais, puis tu continues. On s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes à maintenir, à ajouter des fonctionnalités à des programmes d'envergure. Okay? Parce qu'on était comme, c'était quoi les fonctions qu'on avait besoin, qui avaient rapport à ça, c'était où, c'était dans quel fichier. Okay? On avait des gros problèmes avec ça. Fait que la programmation orientée objet, où c'est qu'on peut utiliser nos concepts qui est très humain, là, de contextualisation, c'est venu sauver, puis c'est venu en fait propulser le domaine de l'informatique dans l'ère moderne jusqu'à même aujourd'hui. Donc, c'est encore le paradigme de programmation qui est le plus commun, le plus utilisé. Donc, la majorité des applications auxquelles vous travaillez ou auxquelles vous faites interface au jour le jour, là, derrière, c'est de la programmation orientée objet qui existe. La prémisse ici, c'est que ça vient s'ajouter par-dessus la programmation procédurale. Donc, ça vient agrémenter. Nous autres, on a utilisé du Python, puis en Python, tu peux faire de la programmation orientée objet, ce qu'on n'a pas vraiment fait. Là. On l'a utilisé, là, mais on n'en a pas créé. Fait que la prémisse, c'est qu'on peut créer nos propres objets en Python. On peut créer et utiliser de la programmation orientée objet si je m'attaque à un problème d'envergure. Hein, on avait aussi parlé du diagramme de classe quand on travaillait dans la conception des bases de données. Puis on s'était dit que le diagramme de classe, c'est utilisé pour des systèmes informatiques, des programmes habituellement. Bien, le but du diagramme de classe, c'est de représenter la hiérarchie des relations entre les différents objets de mon programme. Fait que quand on fait de la programmation orientée objet, il va y avoir certains éléments qui sont des incontournables. Donc, il va y avoir les objets. Ça, on a quand même assez travaillé avec. Là. Okay? Fait que, un data frame, c'est un objet parce qu'il y a des données puis des méthodes. Hein? Mais il y a un autre principe qui vient avec les objets. Puis, on a déjà vu le mot parce qu'on a vu le diagramme qui gérait ça, qui était les classes. Fait que le principe, c'est que quand on a un objet, OK? Mettons que j'ai un automobile, OK, elle a des pneus, elle a une couleur, elle a une marque, elle a une année. Puis que j'ai un deuxième objet, qui est aussi un automobile. Bien, ils vont avoir les mêmes propriétés, les mêmes attributs. Les deux vont avoir un type de pneu, une couleur, une marque, une année. Hein? Fait que pour un peu encadrer ce paradigme-là, des objets, ça ne peut pas exister tout seul. Okay? Pour avoir un objet, il faut premièrement avoir une description de qu'est-ce que les objets de ce type-là vont pouvoir être ou vont pouvoir sauvegarder. Puis c'est là que la classe rentre en jeu. La classe, c'est le schéma de l'objet. Hein, c'est la description de l'objet. Ça va être, c'est quoi ces différents attributs, ces différentes propriétés de données, hein, c'est les données stockées. Puis ça va être quoi les différents comportements, les différentes actions, les différentes méthodes qui peuvent être disponibles. Fait que, avec cette prémisse-là, vient aussi des choses qu'on a vues avec la conception, donc le principe de généralisation, spécialisation, d'être capable d'avoir une hiérarchie d'objets ou c'est que, ou de hiérarchie de classes, là,
où c'est que, ben, un automobile, OK, c'est un véhicule, puis, ben, un véhicule, ça peut être aussi une moto, puis ça peut être aussi un avion, puis ça peut être aussi un bateau, puis que tous les véhicules ont des caractéristiques, OK, communes, puis que c'est distribué. Ça fait que ça nous permet de ne pas avoir, en fait, dans ce cas-là, à réécrire du code. Hein? Puis d'être capable d'avoir des programmes qui sont aussi plus versatiles. Parce que le véhicule peut avoir des fonctionnalités, peut avoir des actions qui sont propres à tous les véhicules. Puis, je n'ai pas besoin de répéter ou de faire des fonctions spécifiques pour chacun. Hein, je peux avoir une fonction qui prend n'importe quel véhicule, puis ça va fonctionner parce que je sais que c'est un véhicule, sans savoir c'est quoi la version spécifique du véhicule. Fait qu'on a juste un petit exemple pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Donc, quand on travaille avec de la programmation orientée objet, ça va toujours exister en deux étapes. La première étape, ça va être la description de la classe. Hein? Puis là, un peu comme la description de fonction, décrire une classe tout seul, ça ne fait rien. Okay? C'est comme dire, j'ai faim, je ne comprends pas pourquoi, j'ai mon livre de recettes. C'est pas parce que tu as la recette que tu arrêtes d'avoir faim. Hein? Donc, la classe, c'est la description, c'est la recette. Il ne se passe rien tout seul avec ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la classe? Donc, je n'irai pas nécessairement dans tous les détails de la nomenclature, mais on a, voici ce qu'est la classe. Puis là, on a différentes méthodes qui vont exister. Puis les méthodes, ça va être en fait des définitions de fonctions. Hein? Puis là, on peut voir aussi qu'il y a un élément intéressant, là. Dans les fonctions, on a un paramètre qui s'appelle self. OK? Donc, le principe, c'est que quand on utilise des objets, on a le nom de l'objet quand on le crée. Là, df1 est égal à blablabla. df2 est égal à tatata. Puis là, de df2, je peux faire point, puis là, je peux aller chercher l'index ou je peux aller chercher des colonnes. Mais là, quand je suis en train de faire comme les fonctions, les méthodes génériques, là, comment je fais pour aller chercher les choses qui sont dans l'objet sans savoir c'est quoi le nom de l'objet futur, parce qu'il n'existe pas encore l'objet. Hein, je ne peux pas dire df2, là. Parce que, premièrement, il n'existe pas. Puis, deuxièmement, ben, tantôt, ça va être DF3. Puis, ça va être patate. Puis, ça va être, tu sais. Fait que, il y a ce qu'on appelle, OK, la référence à l'objet. OK, ou lui-même, le self. Donc, quand on est en train de décrire une classe, OK, on peut avoir un paramètre qui est comme automatique, qui va être l'espèce de facsimile de l'objet. OK, donc, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi son nom. C'est self. Puis là, je peux comme faire des choses avec. Yes? C'est quoi barre en bas, la fonction? Mm-hmm. Fait que si on va aller voir que quand on veut avoir des objets, okay, il va falloir créer les 10 objets. Qui est quelque chose qu'on a fait aussi, là, quand tu crées un data frame, là, tu fais pandas.dataframe, puis là, tu rentrais des choses, puis là, ça crée le data frame. Fait qu'on va avoir ce qu'on appelle le constructeur de l'objet. Okay, ou un synonyme, c'est l'initialisateur de l'objet. Fait qu'il y a des méthodes qui sont les méthodes, c'est les fonctions à l'intérieur de la classe. Là. Donc, il y a des méthodes qui sont des méthodes réservées, hein, qui font des choses que toutes les classes et donc tous les objets vont avoir besoin. Puis, il y a une de ceux-là qui est l'initialisation de l'objet. Puis, dans le langage Python, les choses qui sont réservées, c'est toujours préfixé puis suffixé de 2 tiré bas, de 2 underscores. Fait qu'on a une méthode init qui est une méthode réservée. Donc, c'est comme si je l'utilise, c'est parce que je sais ce que je fais. Là, là. C'est pour l'initialisation de l'objet. Puis, le nom est un double underscore, init, double underscore. Fait qu'on a les différentes méthodes. On a justement le constructeur, l'initialisateur, qui va me permettre de créer les 10 objets. Fait que comment est-ce que je fais pour être capable de créer les objets? On va utiliser le nom de la classe comme si c'était une fonction. Puis ça, derrière, ça va appeler le init. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que quand nous, on créait des data frames, là, hein, on allait chercher dans le module pandas, puis on faisait point, puis on disait data frame. Bien, ça appelait le constructeur de data frame qui prenait différents paramètres d'entrée.
puis qui faisait l'initialisation d'un objet qui est le data frame qu'on pouvait utiliser par la suite. Si on peut aller le voir. Si, admettons, on va le voir, là. Parce que qu'est-ce qui est cool, tu sais, là, on est habitué, hein, on est des pros de la documentation, mais dans cette documentation-là, il y a un Python qui s'appelle source. Ça va nous montrer le code de ça. Fait qu'on voit ici, voici la classe DataFrame. C'est une classe DataFrame. Ici, on voit qu'il y a des parenthèses avec des choses de plus, là. Ça, c'est pour la généralisation, la spécialisation, ça va aller chercher d'autres classes. Mais après ça, il y a de la documentation, c'est bien. Documentation, c'est toujours bien. Puis là, on peut aller voir à l'intérieur, hein, on a différentes méthodes et on a le init. Hein. Puis à partir de là, on a aussi un autre paquet de méthodes, là, parce que le data frame, il fait un paquet de choses, là, mais la prémisse, hein, on a plein de différentes méthodes qui peuvent être utilisées à partir du data frame, mais la prémisse, hein, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la réalité. Là. C'est pas de la pacotille. Fait que on peut aller créer un objet, hein, puis là, on peut le sauvegarder dans une variable. Puis à partir de là, cette variable-là, c'est mon objet qui peut utiliser les différents attributs, les différentes méthodes, comme on a été habitué par la suite. Fait qu'on a ça, qui est les différentes possibilités de la programmation orientée objet. Dernière chose qu'on va aller regarder aujourd'hui, on va aller chercher un exemple externe sur l'intelligence artificielle puis le machine learning. Donc, si on veut apprendre sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning, notre outil de prédilection est un site qui est down. Vraiment, là? Ou bloqué par le firewall de l'UQAM. Ça devrait pas m'arrêter, ça. Quel firewall? T'as raison. C'était bloqué par le firewall de l'UQAM. Donc, voici le site. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc, on a Scikit-learn, qui est une librairie, hein, comme nous, on a utilisé Pandas, qui est pour de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, hein, pour être capable d'appliquer des modèles, pour être capable d'appliquer des connaissances de mathématiques là, facilement et convivialement, sans avoir à se casser le basic. Fait que la prémisse de l'intelligence artificielle, c'est pas très intelligent, OK? Un peu comme l'informatique et la programmation en général, là. L'intelligence artificielle, c'est juste des éléments, dans sa version la plus abstraite et la plus académique, c'est une manière d'appliquer un algorithme pour trouver une décision à ma place. OK? Fait que un paquet d'if, c'est de l'intelligence artificielle. OK? Parce que ça va me donner un choix final. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a effectivement différentes manières de faire les ifs. Puis il y a différentes manières de construire les ifs. Puis c'est là que l'intelligence artificielle prend un peu plus de poids. Mais il y a beaucoup d'algorithmes, OK, qui me permettent d'arriver à une espèce d'élément binaire et capable de trouver des choses. Mais en plus de ça, il y a le deuxième terme qui est l'apprentissage machine. OK? Donc, l'apprentissage machine, le machine learning, ça, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle. OK? Donc, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui me trouvent des réponses. Le machine learning,
c'est l'algorithme qui me trouve des réponses, c'est un algorithme d'apprentissage. Hein? D'où le learning. C'est l'apprentissage machine. Fait qu'est-ce qu'on veut dire par apprentissage? Bien, la prémisse de l'apprentissage, ça va être de je te donne des données initiales, puis toi, tu vas être capable de prendre ces données-là, puis être capable de former ce qu'on appelle un modèle. OK? Donc, le modèle, c'est le packet if. OK? Puis, je te donne des données, puis plus je te donne des données, plus tu es capable de essayer de former un modèle qui est le plus rapproché ou le meilleur possible. On va voir que c'est évidemment pas aussi simple que ça directement, là, mais la prémisse initiale, c'est ça. Okay? Donc, l'apprentissage machine, c'est qu'à la place de que moi, je crée les règles, j'y donne des données pour qu'il crée les règles lui-même. C'est ça l'apprentissage. Fait on va aller regarder différents outils qui permettent de gérer ça avec des petits exemples. On va réutiliser, donc on va aller... OK, fait que ici, premièrement, pour aller chercher les réponses, hein, parce que ça, c'est une autre question, là. C'est quoi les réponses que je peux aller chercher? Hein, parce que le but de l'intelligence artificielle, c'est que ça te donne une réponse. C'est une réponse à quelle question? Fait que, il existe différents types de problématiques. Hein? Donc, on va avoir le principe de classification. Okay? Donc, on en avait jasé avec les iris, là, puis on va revenir à ce domaine-là. Donc, j'ai des données préalables. OK? Puis, je vais être capable de me dire, si j'ai une nouvelle donnée, elle se positionne où là, dans mes choix que j'avais déjà. J'ai le principe de régression, donc d'être capable de prendre des données, puis de lui donner une formule mathématique, okay, qui va être capable d'être adaptée, puis de croiser les données qu'on va avoir. Ça, c'est beaucoup utilisé pour de la prédiction. Okay? Parce que si j'ai mes données, puis là, moi, je suis capable de faire une formule mathématique d'équation qui est capable de traverser sur toutes ces données-là, bien ici, mettons, ça c'est dans le temps, bien si je fais avancer mon échelle du temps plus loin que le présent, si la formule est bonne, ça me permet de prédire où c'est que les autres points vont être. Hein? Donc, c'est la prémisse de la finance, là. On a aussi le principe de regroupement. Okay? Donc, d'être capable de dire, j'ai différentes valeurs, puis je veux être capable de dire que dans ce paquet de valeurs-là, j'ai 5 groupes. Donne-moi la meilleure manière de représenter ces 5 groupes-là. Okay? Il y en existe d'autres à l'intérieur, là, mais c'est pas mal les gros qui existent en machine learning. En tout cas, ceux qui sont les plus utilisés. Parfait. Donc, on va aller regarder un exemple. Donc, ici, on est sur une autre plateforme infonuagique, un peu comme Google Colab. C'est le même principe. C'est sur Kaggle qui fournit beaucoup de sets de données intéressants. Puis, ils ont aussi leurs propres implémentations pour avoir des notebooks. Fait qu'on a le notebook. On est habitué de voir ces genres d'éléments-là. Fait qu'on peut juste comme passer au travers puis voir comment ça fonctionne. Parce que la prémisse ici, c'est que Scikit, c'est comme Pandas. C'est un paquet de fonctions. Il faut juste apprendre c'est quoi les différents paramètres. Puis lui, il va te cracher ce que tu as besoin. Fait qu'on a le début. OK? Donc, on importe un paquet de stuff. Très standard. On peut voir ici que, bon, on a NumPy, on a Pandas. C'est classique. Seaborn, c'est une alternative à Matplotlib, qui est un petit peu plus belle, on en avait jasé. Puis après ça, on a différentes librairies de scikit-learn pour faire l'apprentissage machine. Yes? Quand tu importes ces librairies-là, tu ajoutes tes données dans un data frame, tout ça. Est-ce que tes données s'en vont dans un serveur de cette librairie-là où je ne trouve pas, ou ça reste vraiment sur...
Bien, ça dépend où tu es en train de le rouler. OK? Donc, si tu roules ça sur Google Colab ou dans ce navigateur-là, là, cette compagnie-là a ces données-là. OK? Cette compagnie-là. Ben là, ce serait Kaggle. Là. Tu sais, où c'est que tu as mis les données? Là? Ça va être là. Ouais. Si tu as un environnement local, OK, tout se fait localement. Lui, il importe les librairies, mais les données elles-mêmes restent locales puis sont calculées de manière locale aussi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Fait qu'on peut voir ici, on a Read CSV, hein, on est rendu des pros, on n'a pas besoin de se poser de questions là-dessus. Fait que ici, on a le data frame Iris, hein, qui est, comme j'avais jasé la dernière fois dans la visualisation, là, qui est un data frame très, très, très classique pour l'apprentissage machine. Donc, c'est quelqu'un qui a mesuré des fleurs. Là, hein. Il y avait 3 catégories de fleurs, puis il a comme tout dompé ça, puis il était comme « Let's go, guys, essayez, faites votre mieux. » Fait que là, ici, on va essayer de voir l'exploration de ces données-là, puis l'application d'algorithmes de machine learning. Donc, je n'irai pas dans c'est quoi l'algorithme lui-même, là, OK? Mais c'est juste pour voir que ça ressemble à ce qu'on a fait depuis le début. Là. Fait qu'on a le principe qu'on a combien? 150. Tiens, on a juste le info ici, fait qu'il me dit c'est quoi les informations, c'est les 4 informations. On a 150 valeurs. OK, on a des moyennes, c'est bien. On voit qu'on a 50 de chaque. OK, c'est bien. Première chose qu'on peut faire, c'est visualiser les données. Hein? On est déjà des pros de ça. Fait qu'ici, Seaborn, lui, comme j'ai dit, c'est comme une version évoluée de Matplotlib, là, fait qu'il est comme capable de faire des affaires facilement puis plus convivialement. Là, ici, puisqu'on a 4 différents axes hein, entre les longueurs, largeur de pétales, longueur, largeur de sépales, bien là, ici, ce que ça nous permet de faire, c'est directement toutes les différentes variations entre les deux. Juste pour visualiser à quel point on est proche d'être capable d'avoir une visualisation finale. Hein? Est-ce que nos algorithmes de classification vont être bons ou pas? Hein? Si c'est super segmenté, ça va être facile. Si ça ne l'est pas, ça va être moins. T'sais, on peut voir qu'il y a certains datasets aussi que c'est pas mal pêle-mêle. Mais on peut voir que dans plusieurs, hein, il y a des segmentations qui sont quand même assez bonnes à... On va pouvoir sûrement trouver quelque chose. Peut-être pas 100%, hein, mais avec un bon pourcentage. Fait que là, ici, on va vouloir... Là, ici, il y a d'autres manières de visualiser les mêmes informations. Ça, ce n'est pas des choses qui nous intéressent. Nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir créer un modèle. Hein? Donc, le principe du modèle, c'est... on a un algorithme qui est comme déjà préfait. Puis là, on lui donne des informations. Puis là, ça change son paquet de if. Là. Okay? Puis là, c'est pas des if, là, c'est habituellement un réseau de neurones avec des poids. Puis il y a des affaires mathématiques fucked up qui se passent derrière. Là. Mais la prémisse, c'est que tu lui dompes des données dedans. Puis une fois que tu penses que tu as dompé assez de données, tu peux dire, ben qu'est-ce qui arrive si je te donne ces valeurs-là? Dis-moi, ça donne quoi? Puis comment ça fonctionne, en fait? Quand on fait de l'apprentissage, c'est que j'y donne les différentes données. Fait que je te dis, pour cette taille-là, cette largeur-là, cette taille-là, cette largeur-là, dis-moi ce que tu penses. Puis là, il va dire, je pense que c'est la première. Puis là, tu lui dis, non, c'était pas la première, t'es poche, c'était la deuxième, fait qu'arrange tes affaires. Fais en sorte que, comme quand j'ai quelque chose qui ressemble à ça, tu devrais pointer vers la deuxième. Puis après ça, il réessaye, t'en donnes un autre, ben tu me donnes ta. Non, ça c'était la première. OK, ben là, on est comme entre les deux de l'autre. OK, fait que là, fait que c'est des poids de comme tel, tel. Puis là, c'est des fonctions mathématiques. Puis là, il y a des manières de gérer ces fonctions mathématiques-là de poids, blablabla. Là. Mais c'est un peu ça le principe de l'apprentissage. Tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes qu'est-ce que c'est supposé être. Il prend le quelque chose, lui, il l'essaye. Puis si c'est pas ce que ça donne, il est comme fuck, il faut que je me modifie pour être capable de faire une meilleure chose la prochaine fois. Fait que quand on tente de faire ça, à quoi ça peut ressembler l'algorithme qui permet de faire la classification? Le principe ici, c'est de pouvoir domper les données puis d'être capable de faire avancer le modèle, d'être capable de faire voir est-ce que le modèle il fonctionne ou pas.
Fait que ici, on a ce qu'on appelle des époques, là. OK? C'est un nombre de fois que je répète le processus d'apprentissage. Puis à chaque fois, ben, je vais pouvoir voir, à ce moment-là, est-ce que ça semble donner une bonne affaire. Fait qu'on peut voir ici, on a juste une boucle qui répète les choses. Puis là, ici, on a le classificateur qui est utilisé, là. OK? Donc, lui, le principe, c'est qu'il essaye de mettre un point, puis là, si ce n'est pas la bonne affaire, il va essayer de le mettre vers ceux qui pensent, tu sais, comme mettons que je dis, ce point-là, OK, tu penses qu'il va où? Ben, il va comme dire, ben, ça doit sûrement être proche de ceux-là parce que c'est les bons voisins, tu sais. Puis là, ici, dépendamment de si c'était pas le bon, ben, il va dire, ah, ben, peut-être que ces voisins-là sont moins importants que d'autres, puis ainsi de suite. Il y a plein d'algorithmes derrière, là. Il faut aller voir. Si vous êtes intéressé, puis tu cherches ici, OK. La prémisse, c'est qu'à chaque fois que tu as différentes affaires sur Scikit-learn, c'est non seulement, tu sais, c'est un peu comme Pandas, là. OK? Fait que c'est comme genre, tu vas aller voir c'est quoi l'algorithme, il va t'expliquer toutes les différentes variations de l'algorithme, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il fait ces choses, blablabla, qu'est-ce que ça donne, les différents exemples, et ainsi de suite. Mais là, ici, le principe, c'est qu'on dit, tu le prends, tu l'appliques, OK? Puis, on essaye de prédire tout le set avec cette nouvelle version-là. Fait que là, le principe, c'est qu'on essaye 25 fois, puis on regarde à quoi ça ressemble d'essayer de prédire ces éléments-là. Puis si on regarde ici, on peut voir que, là, ici, on voit là, que ça varie entre 96% puis 100%, là, fait que ça va quand même bien, là. Mais on peut voir ici qu'il varie, puis comme il apprend ou il désapprend, ou il y a des tangentes de comme, OK, non, j'ai été trop d'un bord, trop de l'autre, en arrivant de ce point-là à l'autre. Par contre, il y a une problématique quand tu fais ce genre d'outils-là, de ce genre d'éléments-là, parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris notre set de données au complet, puis on a dit « apprends de ça ». Puis là, après ça, on a regardé sur le même set, est-ce que ça donnait les bonnes réponses? Puis là, ça se peut que vous êtes comme, ben là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à 100%? Hein? C'est une bonne question. La prémisse, c'est que faut faire attention à ce genre d'affaires-là, parce qu'on a aussi des knobs là, qu'on peut tester là, pour dire apprends plus ou apprends moins, ou comme varie les choses. Parce qu'on a la possibilité de faire du surapprentissage. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tu lui donnes un set de données, puis c'est comme si c'est un étudiant qui a appris toutes les questions d'une banque d'examen. Par cœur. Oui, si tu lui donnes cette question-là, il va savoir c'est quoi. Mais dès que tu commences à faire une variation, il va être complètement perdu, puis il va être dans le champ. OK? Donc, une des choses à faire attention, c'est le surapprentissage, hein, qui nous dicte que de se tester sur soi-même, c'est peut-être pas la meilleure chose. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que quand on a un paquet de données, on va la segmenter en deux parties. On va dire, apprends sur celle-là, puis valide sur cette partie-là, que tu ne connais pas. Puis là, ça permet de voir, est-ce que l'apprentissage est intéressant par rapport à des données sur lesquelles il n'a pas appris, hein, puis qu'il ne sait pas d'avance. Fait que ici, on peut ici le splitter. Je ne sais pas si on a un exemple de ça. Oui. Fait que le principe ici, c'est que ça prend les données, là, puis ça va dire, d'un bord, il va avoir 40%, de l'autre bord, il va avoir 60% des données. Puis là, à partir de là, ben, tu peux comme repartir ton algorithme, puis on va voir si c'est le même algorithme. Tu le fais les 25 fois. Okay, c'est juste que là, tu as des données d'entraînement. Puis, tu vas avoir des données de test. Hein, donc, l'entraînement, c'est ce que tu feeds dans la machine. Puis, une fois que la machine est feedée, tu prends ton modèle, puis là, tu fais ça sur les données de test pour voir est-ce que ça a bien marché pour de vrai.
Puis là, on peut voir que on était proche. On arrive à la fin à quand même 96,5%. Là. Ça sonne quand même bien. Un petit peu plus que l'autre. Ouais. Puis après ça, il existe d'autres. Là, c'est un classificateur. C'est une méthode. Ce n'était pas nécessairement la meilleure pour cette affaire-là. C'était juste un simple voisin le plus proche. Mais il existe d'autres variations pour être capable de faire ce genre de choses-là. Mais on voit que dans le feu de l'action, là, il n'y a pas rien là-dedans là, qui devrait trop vous faire peur. Là. Hein? Donc, il y a certainement en ce moment un manque de connaissances sur c'est quoi les fonctions, c'est quoi que ça implique. Mais dans la syntaxe, dans l'utilisation, c'est toutes des choses qui sont à votre portée. On s'en va travailler en AI. Il y a de l'argent à faire. En tout cas, il y a des compagnies qui veulent te payer très cher. Je ne sais pas s'il y a de l'argent à faire, ça c'est encore, c'est encore mitigé comme... Fait que... Ceci était INF 5111. J'espère que vous y avez trouvé du plaisir. On va évidemment se revoir durant votre prochain diplôme en informatique pure. Fait que ce n'est que partie remise. Je ne vais pas vous voir dans ce cours-ci, par exemple. Okay? Il n'y a pas personne qui poche le cours. Là. Right? Okay. Fait que c'est tout. On se revoit la semaine prochaine pour faire des pratiques puis de jaser de l'examen final. Puis il va nous rester, après ça, l'examen final. Les 2 périodes de laboratoire qui nous restent, les 2 ateliers, il n'y aura pas d'atelier en tant que tel. Hein, donc, cette semaine puis la semaine prochaine après la révision, ça va être des ateliers libres où c'est que vous pouvez arriver avec vos problèmes puis espérer avoir un petit peu d'aide des chargés de laboratoire. Bonne soirée à tous.